Alors, les droits LGBT versus les droits hétéros. Pourquoi vouloir les mêmes droits? Plus de droits, moins de droits. En fait, toutes les personnes LGBT n'ont pas forcément envie de vivre en cohabitation légale, de se marier, d'avoir des enfants. Certains même critiquent tout à fait ce genre de revendications qu'ils trouvent beaucoup trop hétéronormatifs. Mais il n'est pas question non plus de demander davantage de droits, mais ni plus ni moins que les mêmes droits. Parce qu'une fois qu'on a le droit d'accéder au mariage, on peut faire le choix de se marier ou pas. Tant qu'on n'a pas le droit, on est juste réduit à ce non-droit. Alors, les droits LGBT, les victoires. Quels sont les droits déjà acquis par les personnes LGBT en Belgique? Mariage, adoption. Contre la discrimination. La loi contre la discrimination, oui. C'est à peu près tout. Hein. L'accès à la procréation assistée pour les femmes lesbiennes dans certaines... Oui. C'est tout. Alors, j'ai commencé par homosexualité et maladie. En quelle année l'homosexualité a-t-elle été retirée du manuel diagnostic et statistique des maladies mentales? Parce qu'elle a été retirée, hein, je vous l'annonce en même temps. Est-ce que c'est récent selon vous ou pas? 70, 80, j'ai entendu ça, c'est ça? 70 combien? 74. C'était en 85. C'est quand même pas si longtemps que ça, quoi. Donc depuis, tous les pays qui ont signé la charte de l'Office mondial de la santé, l'OMS, peuvent être condamnés sur le plan national et international s'ils tentent d'instaurer un suivi médical dans le but de guérir les personnes de leur homosexualité. Alors, la cohabitation légale, c'est la loi qui précède celle du mariage. Donc, elle a été instaurée en 98 pour toute personne en Belgique. Donc, elle permet à 2 personnes de signer un contrat qui les lie juridiquement. Les 2 personnes concernées ne doivent pas forcément être un couple. Il peut s'agir d'amis, de parents et de facto de personnes de même sexe. Ça ne confère pas tout à fait aux mêmes droits et devoirs que le mariage, d'où le but du contrat. Par exemple, les cohabitants ne se doivent pas fidélité, assistance et secours, comme c'est le cas des couples mariés. Et l'un ne pouvait pas hériter de l'autre jusqu'en 2007, où la loi a été modifiée en ce sens. Le mariage. La loi pour le mariage a été votée le 30 janvier 2003, avec une belle majorité, 91 voix contre 22. À l'époque, en fait, c'était le gouvernement Arc-en-Ciel, qui porte très bien son nom, qui a voté la loi, le projet de loi. Il y a quand même des petits couacs dans cette loi. Le premier, c'est que lorsqu'elle est entrée en vigueur, en 2003, elle n'autorisait le mariage qu'entre Belges, ou alors au niveau international, avec une personne qui émanait d'un pays où le mariage homo était autorisé. Vu qu'on est le 2e pays au monde à avoir légiféré en ce sens, on peut se marier qu'avec un Irlandais. Et cet article a été modifié en octobre 2004, donc il a fallu presque 2 ans pour modifier cela quand même. Deuxième couac, la loi ne prévoit pas la filiation systématique des enfants issus du couple. Donc seul le parent biologique sera reconnu comme l'unique parent. Le second parent n'a aucun droit sur son enfant. Je vais vous donner un cas pratico-pratique. Il y a un couple hétéro, monsieur et madame, sont mariés, veulent avoir un enfant. Monsieur est stérile. Ils font donc appel à un don de sperme. Madame tombe enceinte, elle a un enfant, elle accouche. Qui sont les parents? Les 2. D'accord. Le père n'est pourtant pas le père biologique. Ils sont les 2, par le lien du mariage. Si je prends un couple de lesbiennes, forcément on fait appel à un donneur puisque de facto le couple est stérile. Par contre, à la naissance, l'enfant n'a qu'un parent. Ça vous semble logique? Moi, ça ne me semble pas logique. C'est pas normal, normalement le mariage doit sortir ses effets. Voilà. Mais là, le mariage ne fonctionne pas. Malgré qu'ils soient mariés, ça ne fonctionne pas. Donc c'est encore un couac dans la loi. Et il y en a encore un troisième. Oui? Ça a été voulu? Alors, oui. Ça a été voulu, disons que si la loi pour le mariage avait inclus la filiation et l'adoption en 2003, elle ne serait jamais passée. Donc on les a enlevés. Maintenant, on est en 2012, les mentalités ont évolué, les choses ont changé, et donc ce serait bien de remettre un peu ça sur la table, quoi. Et enfin,
le dernier petit souci dans cette loi, c'est qu'à la naissance d'un enfant, dans un couple hétéro, la maman a droit à un congé de maternité, le papa a droit à un congé de paternité. Dans le cas d'un couple de lesbiennes, la maman biologique a droit à ce congé, la maman non biologique n'a pas droit à ce congé de paternité. Il faudra attendre mai 2010 pour qu'une loi lui autorise à avoir ces 10 jours, comme un papa y aurait droit, quoi. Donc en 2003, voilà, c'était pas encore tip-top. Hein. Concernant le mariage, vous avez de toute façon vu tous les JT, le débat fait rage. Je dois vous avouer qu'au sein des associations LGBT, on est un peu tous à cran sur le sujet, parce que on entend des énormités, des choses qui nous font bondir de rage, et quelque part, ça pourrait être risible, toutes ces manifs, si ce n'était le nombre important de gens qui y participent, de jeunes, où on se dit mais c'est pas possible. Et donc j'avais quelques extraits que je voulais vous montrer. C'est pas grave si je vous les montre pas, je voulais juste vous dire, par exemple, dans un extrait, on voit des familles qui vont manifester avec leurs enfants, donc des gosses là qui ont 6 ans, qui portent des grandes pancartes, j'ai besoin d'un papa et d'une maman pour être heureux. Et je trouve que pour des gens si bien pensants, prendre leurs gosses en otage avec des pancartes qu'ils ne comprennent pas, c'est un peu limite. Et dans un autre reportage, il y avait une organisatrice qui disait il faut penser aux conséquences pour l'enfant. Une grande phrase qu'on entend beaucoup en France. Et je me dis que manifestement, tous ces gens qui défilent dans la rue se sont tout d'abord absolument pas documentés sur le sujet. Ça fait quand même 40 ans qu'on fait des études sur le sujet. Ils n'ont pas été se renseigner parce qu'ils les connaîtraient, les conséquences sur les enfants. Les conséquences, c'est qu'il y en a majoritairement pas et que les enfants se développent très bien et tout aussi bien dans un couple homo qu'un couple hétéro. Et je me dis aussi que la pire chose à craindre pour tous ces enfants, c'est la stigmatisation. Et c'est justement ceux qui gueulent comme ça en France qui leur font subir cette stigmatisation. Je ne sais pas s'ils se rendent vraiment compte du poids qu'ils ont pour l'instant en France, de tous les enfants issus de familles parentales qui sont déjà existants, qui vont à l'école et qui arrivent le lundi matin et qui entendent je ne sais pas quand dans les cours de récré, parce que tout le week-end, ça a gueulé au JT de TF1 sur leurs parents. Et là, je pense que là, il y a un vrai problème et qu'en tant que parent, en tant qu'adulte, il devrait vraiment se poser les bonnes questions. Alors, j'avais les pour aussi, parce qu'il y avait les contre, il y avait les pour. Et là, en fait, je voulais vous montrer un reportage sur l'acceptation du mariage gay et lesbien aux Pays-Bas. Et c'était marrant de voir que les gens se demandaient même vraiment la raison de la question, quoi. Dans la rue, c'était « Pourquoi vous me posez cette question ? C'est tellement naturel, tellement normal chez nous. » Donc voilà, je ne saurais pas vous montrer ça, malheureusement. Alors, l'accès à la parentalité, donc en 2006, enfin, il y a une loi qui est votée pour permettre aux couples de même sexe d'adopter un enfant. Et je vous ai dit tout à l'heure, pourquoi elle est passée en 2006 ? Parce qu'en 2003, la loi ne serait pas passée si ça avait été un des éléments de la loi. Alors, je vais vous demander quelles étaient les possibilités pour les couples de même sexe de devenir parents. Vous le savez maintenant, Kevin en a parlé tout à l'heure. Donc, je vais les passer en revue avec vous. Ça fonctionne toujours ici ? Oui. Alors, il y a la coparentalité, donc c'est 1 ou 2 hommes, plus 1 ou 2 femmes. Il y aura un papa biologique, une maman biologique qui seront les parents officiels et légaux de l'enfant. Soit l'enfant sera conçu par insémination artificielle dans un milieu médical, soit de manière artisanale, c'est-à-dire avec une petite poire ou une seringue pour injecter le don de sperme, ou alors une relation sexuelle consentante, c'est encore le plus simple aussi pour faire un enfant. Et malheureusement, le ou les autres parents n'ont aucun droit sur cet enfant. Alors, il y a aussi l'adoption nationale pour avoir un enfant, mais on sait que la Belgique est un petit pourvoyeur d'enfants à adopter. C'est le premier souci. Enfin, souci, non, c'est très bien. Mais, voilà. Pour obtenir un enfant, l'adoption nationale n'est pas facile. Ensuite, lorsque la maman biologique de l'enfant décide de donner son enfant à l'adoption, l'hôpital fait appel à un organisme d'adoption agréé. Il en existe 3 en communauté française. Il y a l'ONE, il y a Thérèse-Wante et Emmanuel Adoption. Il n'y a que l'ONE, en fait, qui mentionne à la mère biologique la possibilité de donner son enfant à un couple de même sexe. Les 2 autres ne le font pas.
par problème éthique vis-à-vis de la question. Le problème, c'est qu'il y a même des hôpitaux maintenant qui, sachant que l'ONE propose cette possibilité, refusent maintenant d'appeler l'ONE quand il y a un abandon d'enfant. Et là, ça devient quand même plus problématique. Et alors, un faible résultat, vous avez une idée du nombre d'enfants qui ont été adoptés au niveau national depuis 2006, par des couples de même sexe, depuis 2006. 6 enfants. 5 ont été confiés à un couple d'hommes et 1 à un couple de femmes, tous via l'ONE évidemment. Alors l'adoption internationale, là c'est encore pire. C'est logique quelque part s'il y a des pays qui sont contre, au milieu des lois contre. Voilà. Comment voulez-vous adopter? Et puis en plus avec la nouvelle procédure d'adoption qui est déjà. Oui. Tout à fait. Alors je vais reprendre la réflexion de Béatrice qui dit comment faire. Il y a moyen de faire. En fait, le problème, c'est que la Belgique ne travaille avec aucun pays qui accepte de donner ses enfants à des couples de même sexe. Parfois même, c'était écrit noir sur blanc dans la Convention. Il faut un couple hétérosexuel ou bien interdit aux homosexuels et aux pédophiles. Il y a bien un pays, il y a bien une association en Belgique qui s'appelle Amrana et qui travaille avec l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud accepte de donner ses enfants à des couples de même sexe, mais peut-être que le souci se situe au niveau de l'association Amrana, qui ne veut peut-être pas donner des enfants à des couples de même sexe. Alors comment faire? Eh bien, il faut avoir des accords avec des pays qui acceptent. Et il y en a. Il y a l'Afrique du Sud, comme je le disais, il y a le Brésil, il y a les États-Unis. Ce sont 3 pays qui l'acceptent. Mais la Belgique ne travaille pas avec eux. Donc il faudrait vraiment mettre en place des accords bilatéraux. Alors, le résultat, c'est qu'il n'y a jamais eu d'adoption internationale en Belgique pour un couple de même sexe, depuis 2006. Il y a des personnes qui essaient de trouver une alternative. Par exemple, on ne se marie pas et l'un de nous deux fait la demande en tant que parent célibataire. Le problème, c'est que d'abord, si c'est découvert pendant la longue enquête sociale qui va être faite sur eux, c'est franchement foutu. Leur dossier, il sera mis à la poubelle, ils ne pourront jamais adopter un enfant. Le deuxième souci, c'est que s'il s'agit d'un homme, c'est même pas la peine d'essayer parce que jamais on ne confiera un enfant à un homme célibataire. J'en arrive à l'adoption intrafamiliale. Donc actuellement, au jour d'aujourd'hui, c'est la seule possibilité pour la mère non biologique de reconnaître son enfant, puisqu'elle n'a pas le droit à la filiation. Je parle des mères parce qu'en ce qui concerne les pères, soit il y a une mère biologique connue, comme la coparentalité, soit il n'y en a pas, alors c'est la GPA, et ça j'en parle après, soit il s'agit d'une famille recomposée, et j'en toucherai un mot aussi juste après. Alors, à la naissance de l'enfant, la maman peut introduire une demande d'adoption de son enfant. C'est quand même déjà un comble jusque-là. Il faut passer par les différents stades, comme on en parlait, le suivi psychologique, l'assistante sociale, nanana. La procédure dure environ 6 mois pour l'adoption intrafamiliale et coûte plus ou moins 400 €. Tout ça pour adopter cet enfant qui est déjà bien présent au sein de la famille. Donc c'est toujours là ce cheminement psychologique de la maman qui se dit « mais enfin, merde, quoi, tout ce que je dois faire pour mon enfant qui est déjà là ». La procédure soulève aussi des problèmes. On ne va jamais arriver à un truc qui fonctionne en fait. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, par exemple, dans le cas d'un couple hétéro qui adopte un enfant, les 2 parents ont droit à un congé d'adoption. Ici, dans ce cas-ci, la première maman, la maman biologique a droit au congé de maternité. La deuxième maman à qui on oblige d'adopter son enfant n'a pas droit au congé d'adoption parce qu'elle doit introduire sa demande dans les 2 mois de la naissance de l'enfant. Mais puisque ça met 6 mois pour qu'elle soit reconnue comme étant mère, en tant que mère, c'est trop tard. Donc elle perd son droit au congé d'adoption. Et alors, qu'est-ce que je voulais dire encore ? Pardon, je suis un peu perdue dans mes notes. Oui, pendant le temps que dure la procédure, les 6 mois, la deuxième maman n'a vraiment aucun droit sur cet enfant. Donc si le couple de mères se sépare ou si la maman biologique décède, elle ne peut réclamer aucun droit ni aucun devoir sur cet enfant. Donc on montre vraiment les limites quand même, hein, là où ça coince. Un autre visage d'adoption intrafamiliale, c'est celui d'adopter les enfants de son conjoint, comme je disais plus haut.
Mais ça ne peut se faire que si l'enfant a perdu un de ses parents, parce qu'on ne peut reconnaître que 2 parents en Belgique, on ne peut pas en avoir plus. Je donne un exemple précis. Monsieur Georges et Madame Yvette ont des enfants. Monsieur Georges et Madame Yvette divorcent. Monsieur Georges se marie avec Monsieur Philippe. Madame Yvette décède. Monsieur Philippe peut adopter les enfants de Monsieur Georges. Ça peut fonctionner comme ça, puisqu'il n'y a que 2 parents. D'où l'intérêt d'un parent social, j'en parlerai un peu plus loin. Alors, la PMA, elle est autorisée pour les mères lesbiennes depuis 2007 seulement, donc c'est même encore après la loi pour l'adoption, mais elle n'est pratiquée que dans 3 hôpitaux en Belgique, à Saint-Pierre à Bruxelles, Citadelle à Liège et Universitaire Ziekenhuis à Gand. Alors, il est possible de faire appel à un donneur anonyme ou à un donneur connu. Dans ce dernier cas, le donneur sait qu'il va faire partie d'un projet familial, un projet d'enfant au sein d'un couple lesbien. Et alors le couple et le donneur se mettent d'accord pour la place qui lui sera donnée dans la vie de l'enfant, mais en tout cas le donneur ne le reconnaîtra pas comme étant son enfant à la naissance. Il n'y aura pas de déclaration. Alors la GPA, on a dit ce que c'était juste avant la GPA avec Kevin. Oui, le fait donc qu'une autre femme porte l'enfant. Alors, soit elle sera inséminée par des ovules qui proviennent d'une donneuse anonyme et qui sera fécondée par les spermatozoïdes de l'un des papas, soit il s'agira de ses propres ovules fécondés médicalement ou artisanalement. Est-ce que c'est autorisé en Belgique, la GPA? Non? Quelqu'un a dit oui? Oui? C'est ni autorisé ni interdit. Il n'y a pas de loi. Il y a un vide juridique, en fait, en Belgique. Mais il y a des couples d'hommes qui ont recours à la GPA. C'est beaucoup plus rare qu'il y ait des couples de femmes, puisque on a l'appareil génétique pour pouvoir les porter. Mais donc, il y a davantage de couples d'hommes. Il y en a plusieurs en Belgique qui ont recours à la GPA. Et les couples hétéros? Et les couples hétéros aussi. Et là, c'est vraiment davantage au sein de la famille, alors qu'on cherche la mère porteuse. Moi, j'ai plutôt parlé des mères porteuses qu'on cherche en dehors du sein de la famille. Je vois que madame fronce les yeux. Ça va? Oui? OK. Le problème, quand on a recours à la GPA, c'est de pouvoir faire entrer l'enfant sur le territoire belge une fois qu'il est né. C'est vraiment le souci. Il n'est pas reconnu comme étant citoyen belge puisqu'il n'existe pas. Je ne sais pas si vous avez entendu l'histoire de Samuel. Forcément, si c'est pas légiféré en Belgique, pourquoi ce serait forcément une mère porteuse étrangère? Moi, je vous parle de la mère porteuse étrangère parce que c'est ce qui se passe majoritairement dans les couples homosexuels masculins. Maintenant, dans les couples hétérosexuels, on peut faire appel à une mère porteuse au sein de la famille. Et là, ça fonctionne dans les hôpitaux. Est-ce que vous avez entendu parler de l'histoire du petit garçon qui s'appelait Samuel, qui a eu un mal fou à revenir près de ses 2 papas? Oui? OK. Donc, pour ceux qui n'ont pas entendu parler, ce sont 2 papas qui ont fait appel à une mère porteuse en Ukraine. Et alors, le problème, c'est qu'ils n'ont pas réussi à le faire revenir sur le sol, sur le sol belge. En fait, l'enfant avait besoin d'un passeport belge pour pouvoir revenir, mais la Belgique refusait de délivrer ce passeport puisque cet enfant n'existait pas aux yeux de la loi. Alors, il a fallu un reportage de devoir d'enquête de la RTBF pour faire un peu bouger l'opinion publique et les politiques. Donc, après 15 mois en famille d'accueil et près d'1 an en orphelinat, cet enfant enfin peut rencontrer ses parents et revenir ici. Donc, c'est le genre de cas qui, heureusement, n'est pas fréquent, mais sans législation, voilà ce qui peut arriver comme genre de cas. Donc, d'où l'intérêt vraiment de légiférer en faveur de la GPA et de mettre un cadre bien établi. Pourtant, les parents de Samuel étaient passés par une agence. On peut faire appel à une GPA via une agence de mère porteuse ou pas. Les agences, elles prévoient tout, elles organisent tout et elles coûtent très cher. Je sais pas, moi j'ai quelques témoignages de GPA aux États-Unis via agence. Je ne sais pas si vous avez une idée de ce que ça peut coûter. C'est même des catalogues. Hein, oui, c'est catalogue. Moi j'avais vu un reportage là-dessus, ça coûte fortune. Oui, des dizaines de milliers d'euros. Ouais, c'est 500 000 balles. Arrête de souffler, toi. 100 000 euros. Ah, moi je croyais 30 000. Wow. 100 000 euros. Gloops.
Alors, il y a la majeure partie de cette somme est donnée à l'agence. C'est un peu comme les agences d'adoption, quoi. Hein, c'est l'agence qui prend tout et l'orphelinat au fin fond de l'Afrique qui aura 250 €. C'est un peu plus ou moins le même principe. L'agence prend sa grande commission sur la somme et la mère porteuse reçoit quelque chose en bout de course. Aux États-Unis, ça va, la somme est un peu rondelette, mais il y a des pays où c'est beaucoup plus précaire comme situation. Par exemple, en Inde, où il y a vraiment une exploitation de la misère, du corps de la femme, où pour pouvoir bouffer en fin de semaine et donner de quoi nourrir ses enfants, elle accepte de faire don de son corps pour porter un enfant, quoi, parce que c'est son seul moyen de subsistance. Et de nouveau, voilà, d'où l'intérêt de faire un cadre légal autour de la GPA. Il faut savoir que dans le cadre d'une GPA, en général, il y a une convention qui sera signée entre les parents d'intention, comme on les appelle, et la mère porteuse. Cette convention dénonce que la mère porteuse s'engage à donner l'enfant à la naissance et les parents s'engagent à accueillir l'enfant. Alors, ça peut paraître tout à fait logique, mais ce n'est pas si logique que ça, parce que la mère porteuse peut s'attacher à l'enfant et changer d'avis à la fin, quand il naît. Ou alors, ce qui peut se passer aussi, c'est que pendant la grossesse, il y a un souci, l'enfant naît par exemple mal formé ou avec un handicap. Il faut s'assurer que les parents ne pas dire « Non, finalement, je ne le prends pas, tu peux le garder ». Donc, il y a une convention qui est signée. Mais en Belgique, cette convention, elle ne vaut rien, puisqu'il n'y a pas de législation là-dessus. D'autre part, suivant le pays dans lequel on a fait appel à une mère porteuse, soit il y a une législation sur la GPA et le document vaut loi, soit il n'y a pas de législation et le document ne vaut rien du tout. On peut aussi ne pas passer par agence et trouver par des contacts à l'étranger, sur Internet, toutes les manières possibles qui soient, trouver une femme qui accepte de porter l'enfant, se passer par une agence. Ça coûte moins cher, 50 000 €, et tout est pour elle dans ce cas-là. Voilà. Mais de nouveau, voilà, s'il y a une convention, elle n'a aucun poids juridique chez nous, elle n'en a peut-être aucun chez elle non plus, suivant le pays dont elle provient, etc. Donc, il y a vraiment... Cette situation peut vraiment mener à un tas de dérives, à un tas de soucis potentiels, d'où vraiment la nécessité de légiférer au plus vite concernant la GPA. Il y a 4 projets de loi qui sont à l'étude, et il y en a 2 des 4 qui excluent la GPA pour les couples de même sexe. On verra bien ce qui ressortira plus tard. La loi antidiscrimination, tu en parlais tout à l'heure, donc c'est effectivement des acquis en Belgique. Elle a été rédigée une première fois en 2003. Je ne sais pas si vous vous souvenez de quand j'avais dit qu'elle avait été réclamée pendant les Prides. Non? J'ai dit que lors d'une Pride, la revendication était d'avoir une loi antidiscrimination. C'était en quelle année, vous ne vous souvenez pas? 92. C'était en 92 et donc en 2003, on fait une première loi qui sera remaniée en 2007 pour vraiment répondre à la directive européenne qui interdit la discrimination sur base de convictions religieuses ou philosophiques, du handicap, de l'âge et de l'orientation sexuelle. Donc la loi du 10 mai 2007 interdit donc la discrimination dans le cadre de l'accès aux biens et services, la protection sociale, les avantages sociaux, la sécurité sociale, les relations de travail, l'affiliation à une organisation de travailleurs ou d'employeurs, et un accès à toute activité accessible au public.